Bonjour à tous, bienvenue dans le ZCL d'après Cyclone. Effectivement, et on vous l'avait dit, c'est reparti pour une saison qui avait commencé, qui s'est arrêtée, mais enfin ça y est, on est reparti pour de bon. Enfin, touchons du bois. Bonjour Mendy. Bonjour Dani. Et donc aujourd'hui, on parlera de, bien sûr, de politique, bien sûr, avec Christian Baptiste qui était sur la liste des sénatoriales. Vous savez que Victorin Lurel a remporté 2 sièges. Il viendra nous expliquer un peu ce qu'il en pense, mais aussi l'actualité, c'était aussi cette décision du gouvernement français incompréhensible en Guadeloupe après le cyclone. Je parle de la décision qui a été prise de catastrophe naturelle. On en parlera tout à l'heure. On parlera aussi beaucoup d'artistique, puisque le projet 57, vous ne savez pas encore ce que c'est, puisque vous avez une affiche qui paraît un peu partout. On se demande qu'à ça y est, 57 quoi, que c'est 57 millions. Ce ne sera pas ça. On fera le point avec Daniel Dabriou, qui est photographe, qui est aussi à l'origine de ce projet très intéressant et qui quelquefois donne le frisson quand on sait de quoi il s'agit. Et puis, on parlera de cinéma, puisque Cinestar, le nouveau complexe multiplex même qui existe depuis 2 mois en Guadeloupe, organise son premier festival de cinéma caribéen. Christelle Théophile et ses invités seront tout à l'heure, nos réalisateurs, je crois, seront tout à l'heure ici même pour parler de ce festival. Voilà un peu le sommaire de nos invités. Ils sont assez nombreux, mais l'actualité aussi, c'est Mendy. Bonjour encore. Merci Danick. Nous sommes donc le lundi 25 septembre et voyons les sujets qui sont à la une aujourd'hui. Et comme nous l'a dit Danick, hier, Victorin Lurel, Victoire Jasmin et Dominique Théophile ont donc été élus les nouveaux représentants de la Guadeloupe au Sénat. Mais vous sentez-vous concerné par les sénatoriales? Vous répondez au micro de Stanley et Chris Kevy. Et nous le verrons également, certains ont pu faire leur rentrée ce matin. Le recteur nous fait un point sur les établissements qui demeurent fermés à l'heure actuelle. Et enfin, on terminera, comme l'a dit Danick également, sur cet arrêté de catastrophe naturelle pris par le Premier ministre, un arrêté qui fait polémique puisqu'il ne tient pas compte de l'ensemble des dégâts qu'ont subi notre île. Voilà donc pour le titre de ce lundi 25 septembre. Merci Mendy. Je vous l'ai dit, on parlera artistique, on parlera 57. Alors 57, c'est le titre d'une expo, mais aussi d'un livre qui va paraître. L'expo s'ouvre aujourd'hui. Pour parler de ce 57, on reçoit Daniel Dabriou, bien connu dans le monde de la photographie. Bonjour Daniel. Bonjour à tous. Merci d'être là. Alors 57, point d'interrogation. Plus point d'interrogation aujourd'hui. L'expo démarre là et c'est le nombre de morts qu'il y a eu sur les routes l'an dernier en Guadeloupe. Oui. Et si on rapporte ce nombre-là à ce qu'il y a eu comme morts sur le territoire français, on passe dans l'ordre de milliers de morts sur les routes. Oui. Donc ça devrait attirer l'attention et ça devrait faire que les gens puissent réagir un minimum à cette catastrophe qui est le nombre de tués sur les routes. Alors comment cette exposition a pris corps? Parce que j'ai vu le lycée de presse, il y a un nombre impressionnant d'artistes réunis. C'est la première fois d'ailleurs je vois autant d'artistes sur un même lieu, sur un même mouvement. Comment vous avez réussi cette alchimie, j'ai envie de dire? En fait, de façon relativement simple, c'est vrai qu'on a un mécène qui est Charles-Henri Copette, oui. Qui Maître Charles-Henri Copette, voilà, avocat, qui est avocat et qui défend des gens qui ont été accidentés. Et ça vient d'une constatation qu'il a eue. On a vraiment beaucoup de morts sur les routes, on a beaucoup d'accidentés, on a beaucoup trop même. Beaucoup trop. Dans tous les cas, c'est toujours trop. Une fois qu'on a dépassé 1, c'est déjà trop. Oui. On a beaucoup trop de morts et il a eu envie de faire quelque chose avec l'association Warren-Hérin autour de cette catastrophe, mais montrer la route, montrer les dangers de la route autrement. Et c'est vrai que faire appel au monde artistique était une bonne solution. Aujourd'hui, souvent je le dis, on n'a plus autant de philosophes que dans le siècle des Lumières ou des choses dans le genre. Oui. Par contre, on a toujours des artistes et ils sont de plus en plus impliqués dans la société, dans la façon de regarder la société, la façon de montrer la société. Et c'était une bonne manière de montrer la route, de montrer les dangers, mais aussi de montrer, d'apporter de l'espoir sur tous ces phénomènes et sur tous les problèmes que l'on peut rencontrer sur la route. Et on se retrouve avec 42 artistes, 57 œuvres exposées, il y a des photos, il y a de la peinture, il y a de la sculpture. Et le but, c'est de sensibiliser les gens à cette catastrophe qu'est l'accidentologie sur la route. Alors d'abord, ça signifie qu'il faut que les gens viennent
viennent à cette expo. Ah oui, c'est la première des choses. Première des choses qui se tient. Qui se tient au pavillon de la ville entre aujourd'hui et samedi prochain. Et deuxièmement, il y aura aussi un ouvrage qui va sortir. L'ouvrage est déjà fait, il est en vente. Oui. Pendant la durée de l'exposition, il est vendu 20 €. Après, il sera vendu 25 € en librairie. C'est un ouvrage qui regroupe les œuvres. Toutes les œuvres qui sont dans l'expo et tous les textes qui accompagnent ces œuvres. Parce qu'on a eu des témoins. Alors, ce sont des personnes qui ont été accidentées, ce sont des personnes qui travaillent sur la route, ce sont des ingénieurs qui travaillent sur la route, ce sont des policiers qui travaillent autour de la sécurité routière, ce sont des pompiers, ce sont des médecins qui ont apporté leur témoignage par rapport à ce phénomène d'accidentologie. Alors, vous qui êtes photographe, qui participez à l'ouvrage et aussi à l'expo, quelle a été votre contribution concrètement? Puisque je vous connais comme photographe, j'ai envie de dire artistique, l'accident de la route, c'est pas tellement de l'art, hein? Non, mais oui. Oui, en fait, ça dépend du regard qu'on va porter sur la route. Bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai produit 2 images qui représentent la route, avec 2 regards particuliers sur la route. Mais vous les découvrirez en faisant un saut à l'exposition. Parce que l'artiste va avoir un regard sur la société, va avoir un regard sur certains phénomènes et va y apporter une perception. Et c'est cette perception-là qu'on amène face au public. Et quand vous avez pris contact avec tous ces artistes, vous leur avez donné, j'ai envie de dire, une ligne de conduite. C'est bien le cas de le dire, une ligne de conduite. Je n'ai pas fait exprès. Hein. Non, mais bon, c'est le bon mot. En fait, ils ont produit autour des problèmes de sécurité routière. Oui. Ils ont vraiment produit autour de cela. Donc, ils ont produit des œuvres originales pour cette exposition. Mais c'est quand même de l'art. Ça reste de l'art. Oui, c'est pas du fait divers, je veux dire. Non, pas du tout. On n'est pas dans le sanglant, dans l'horrible, etc. Alors, il y a des œuvres qui sont un peu rudes, certes, parce que le propos est parfois rude, la réalité est parfois rude, et souvent en dessous de ce que l'on a pu avoir comme œuvres qui sont rudes. Et il y a des œuvres qui sont très poétiques et très oniriques autour de ce que peut être la route, parce que la route peut être un endroit paisible, n'est pas forcément un lieu de guerre, c'est pas Beyrouth. Oui. Sauf que moi je pose quand même la question de savoir, est-ce que nos chauffards prendront un peu conscience? Est-ce que ça servira à leur faire prendre conscience au moins? Si ça sert à faire prendre conscience à 2, à 3, à 10 personnes, c'est bon. Oui, c'est toujours ça de prix. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin qu'un minimum de personnes prennent conscience. Parce que à chaque fois que quelqu'un a pris conscience, si potentiellement c'était quelqu'un qui allait tuer quelqu'un sur la route ou blesser quelqu'un sur la route, et que parce qu'il a pris conscience aujourd'hui, ça ne se produit pas, eh bien on a gagné ça. Oui. C'est toujours ça de prix. Alors, pour les gens qui ne savent pas, il faut quand même rappeler que Warren Hérin, c'est ce jeune cycliste qui est mort l'année dernière, juste avant le tour. Juste avant le tour de la Guadeloupe, et dans un accident, comme on dit, bête. Tous les accidents sont toujours bêtes. Oui, et donc, c'est autour de ça. Alors, autre chose, est-ce que c'est un travail totalement privé ou bien vous avez l'aide des pouvoirs publics pour pouvoir faire ce travail d'expo, de livres, etc. C'est avant tout un projet privé qui s'est développé avec un mécène qui était Monsieur Copette. Oui. C'est vrai qu'on a eu l'aide de Pointe-à-Pitre qui a mis à notre disposition le pavillon de la ville, qu'on a eu la CCI qui nous a apporté aussi son aide, mais c'est avant tout un projet privé parce qu'on pense qu'en étant citoyen, on peut agir. On n'est pas forcément des spectateurs ou des moutons. On peut venir et dire des choses. Et si ça peut permettre à d'autres de prendre conscience que notre société, on en est acteur et on n'en est pas spectateur, eh bien tant mieux. Les œuvres qui seront exposées, que deviendront-elles après? Alors, elles sont toutes en vente. Elles sont toutes en vente. Elles sont toutes en vente. Et en fonction des artistes, ils reversent une partie ou l'intégralité ou ce qu'ils veulent à l'association pour qu'elle continue à exister et qu'elle continue à faire des choses. Donc ça veut dire qu'il y aura un nouveau 57, enfin, je ne sais pas si on va l'appeler 57. Non, j'espère qu'il n'y aura pas de nouveau 57. Oui, mais enfin, je veux dire, le travail qui a été mis en œuvre, ce mouvement-là va se pérenniser. En fait, c'est un mouvement qui peut se pérenniser, mais c'est un mouvement qui peut être remis en place pour d'autres choses. D'accord. Là, on traite de la sécurité routière. Avec Artway, qui est un partenaire du projet 57, l'objectif, c'est de traiter des grandes causes en utilisant l'art pour sensibiliser la population.
Alors, je crois que vous avez prévu une nocturne aussi. Oui, on a une nocturne mercredi. Alors, l'expo, c'est ouverte, elle est gratuite. Hein, oui, tout à fait. Depuis aujourd'hui. Absolument. Et elle dure... jusqu'à samedi prochain. Jusqu'à samedi prochain. Oui. Et vendredi, c'est la nocturne, c'est vendredi? Non, la nocturne, c'est mercredi. Mercredi. Et donc, je vois que les bénéfices de la vente du livre iront à l'association Warren pour des actions de sensibilisation. Donc, ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'un maximum de personnes visitent cette expo. Visitent l'expo, achètent des livres, achètent des œuvres. Et puis prennent conscience surtout, que les gens prennent conscience. Oui, parce que en plus, c'est vrai que c'est un peu commercial ce que je dis. Si les gens achètent un maximum de livres, achètent un maximum d'œuvres, ça veut dire que l'association aura encore plus de moyens pour continuer à agir. Ça, c'est une action. On peut en faire d'autres, on peut en faire plus. Et l'objectif, c'est d'en faire mécaniquement jusqu'à ce qu'on puisse vraiment influer sur cette accidentologie sur les routes. Et donc, on aura plaisir à vous revoir sur les lieux. Les artistes seront là? Les artistes seront là. Ils ne seront pas tous là tout le temps, mais il y aura des gens qui circuleront. Ils pourront rencontrer des artistes à différents moments. Il y en aura sûrement un peu plus mercredi parce que c'est une nocturne. C'est une nocturne. C'est jusqu'à quelle heure? 21h, si mes souvenirs sont exacts. D'accord. Bien, écoutez, Daniel Dabriou, on vous remercie d'être venu. Merci de m'avoir invité. Et puis, on souhaite que les téléspectateurs de la région Pointe-Trois ou de la Guadeloupe d'une manière générale, qui ont l'occasion, aillent à cette expo au pavillon de la ville. Et puis on souhaite effectivement qu'une action de ce type-là, qui est, j'ai envie de dire, humanitaire. Absolument. Humanitaire et artistique, puisse être reconduite. 12h49. Merci beaucoup. Mendy, on revient tout de suite à l'actualité. Et hier, M. Victorin Lurel, Victoire Jasmin et Dominique Théophile sont donc les nouveaux représentants de la Guadeloupe au Sénat. Nous sommes partis à la rencontre pour savoir si vous vous sentez concerné par les sénatoriales. Vous répondez au micro de Stanley et Chris Kevy. Je ne savais même pas qu'il y avait des élections hier, si je n'avais pas regardé la télé. Qui sont les 3 nouveaux sénateurs de la Guadeloupe? Aucune idée. Sincèrement, au niveau des sénateurs, je n'ai aucune idée. Je sais qu'ils doivent contrebalancer l'Assemblée, mais après, c'est eux qui doivent, selon les lois qui sont votées à l'Assemblée nationale, c'est eux qui donnent leur accord. Savez-vous qui sont les 3 nouveaux sénateurs de la Guadeloupe? Monsieur Lurel, Madame Jasmin et Monsieur Théophile. Il y a Lurel. Et les 2 autres, je l'avais ce matin, on l'a dit, mais là, je ne me rappelle plus. Je sais qu'il y a Lurel et 2 autres, mais là, ça m'échappe. Savez-vous qui sont les 3 nouveaux sénateurs de la Guadeloupe? Alors, il n'y a pas du tout. Est-ce que vous avez une idée du rôle qu'ils doivent jouer pendant leurs 6 années de mandat? Alors, le rôle, c'est, comment vous expliquer, c'est de pouvoir améliorer la condition déjà des Guadeloupéens et puis avoir une meilleure vie, quoi, voilà. Je pense, au niveau des difficultés aussi qu'il y a dans le pays, au niveau de tout ce qui est chômage, tout ça, quoi, je pense, c'est ça. Savez-vous qui sont les 3 nouveaux sénateurs de la Guadeloupe? Eh bien, je pense à 2. Il y a Lurel, il y a Théophile, l'autre, je ne sais pas. Mais je sais une seule chose, qu'ils doivent travailler dur pour la population et montrer qu'ils sont là pour leur commune. Ça, je suis sûr de ce travail-là. Quel rôle ils doivent jouer pendant leurs 6 années de mandat? Ah, monsieur, bon, quel rôle? Ça arrive tous les jours, on se pose la question, on vote pour des gens et arrivé au bout, qu'est-ce qu'ils font, on ne sait pas. Alors, ils ont le rôle, mais le rôle, en quelque temps, on ne va pas savoir, on ne saura pas. Est-ce que vous avez une idée du rôle que doivent jouer les sénateurs? Servir la population. Vous n'avez plus vraiment confiance en la politique? Ah, maintenant, non. Maintenant, non. Vous avez un désintérêt pour la politique? Moi, je trouve ça tellement désolant de la politique maintenant que je ne m'intéresse pas beaucoup. Bon. Défendre, je ne sais pas quoi, moi. Si on est élu, c'est pour défendre quelque chose, quoi. On voit qu'on est... On continue avec l'éducation nationale. Vous le savez, les élèves ont donc repris le chemin des classes pour la 3e fois. Ce n'est pas le cas pour tous les établissements, puisque malgré toute la bonne volonté des agents d'EDF et de la Régie des eaux, certaines écoles restent privées de courant et d'eau. Le recteur nous fait justement un point sur la situation. Un reportage de Jeff Taylor. Je voulais rendre hommage à l'ensemble des collectivités qui sont mobilisées pour que l'école reprenne le plus vite possible. Et c'est vrai que depuis le passage de l'ouragan Maria, beaucoup de collectivités se sont mises à l'œuvre pour pouvoir redémarrer dans la plus
grande partie des communes dès le lundi 25 septembre, à savoir demain, avec quelques particularités. Donc j'invite la population bien évidemment à se rapprocher des communes et peut-être aussi de consulter notre site académique, puisque nous allons donner des informations précises sur la situation de redémarrage, de rentrée dès demain dans l'académie de Guadeloupe, à savoir la Guadeloupe continentale et les îles du Sud. Et nous avons aussi un certain nombre d'établissements comme les collèges et les lycées qui vont avoir des rentrées progressives, mais la grande majorité des établissements reprennent demain. Sur Saint-Barthélemy, la rentrée scolaire se fait officiellement dès demain, le lundi 25 septembre. Et sur Saint-Martin, nous avons beaucoup travaillé. Nous sommes en train de finaliser les derniers éléments de sécurisation des établissements avec la collectivité et les services de l'État pour que les élèves soient reçus dans les jours qui viennent. En tout état de cause, nous ne sommes pas en mesure de les recevoir dès demain, mais en tout cas, j'espère que dans les jours qui viennent, c'est-à-dire lundi ou mardi, qu'on ait des éléments précis à communiquer à la population pour accueillir les enfants très vite. C'est vrai que nous allons commencer à faire un travail à la fois de formation, de recensement, de formation, d'accompagnement des collègues, de prise en charge des collègues, pour justement d'identification, de localisation, parce que des collègues sont partis soit en Guadeloupe, Martinique, Guyane ou dans l'Hexagone, et des collègues qui sont restés sur Saint-Martin. Et d'ailleurs, les collègues vivent dans des conditions difficiles et donc là aussi un véritable hommage à leur rendre parce qu'ils sont restés là, parce qu'ils ont aussi des attentes formulées par la population de prise en charge des enfants. Et en fait, on met tout en œuvre avec le service du rectorat, les corps d'inspection, les chefs d'établissement, pour que l'école reprenne le plus vite possible, puisqu'une fois qu'on a repris l'école, c'est vrai que c'est le retour à la vie. Et après le passage de Maria, quelles sont les priorités pour la préfecture? Monsieur Bruno Omer, le préfet de la Guadeloupe, nous fait un point justement sur la situation dans nos îles. Un reportage de Charlie Degonial. Nous sommes au 3e jour de gestion des suites du cyclone Maria. Notre préoccupation et notre priorité, c'est l'eau potable. Nous avons priorisé les interventions en matière d'eau potable sur les établissements de santé. Et ces interventions pour rétablir des circuits d'eau potable sont liées souvent à la disponibilité d'électricité. Donc notre priorité, cela a été les établissements de santé, les cliniques, les centres de dialyse et les maisons de retraite. Deuxième priorité, les écoles. Donc ce matin, j'ai fait une réunion avec les gestionnaires des réseaux d'eau potable et point par point, nous avons identifié les problèmes qui n'étaient pas traités parce qu'un certain nombre avaient déjà été traités, un certain nombre de groupes électrogènes avaient été disposés pour permettre à des installations de redémarrer. Nous avons identifié ce matin les problèmes qui restaient et ils ont tous reçu une réponse et d'heure en heure, la situation s'améliore. Ce n'est pas tout à fait terminé, mais nous avançons bien. Ensuite, tout le reste, si nous parlons de l'électricité, il y a 3 jours, 80 000 foyers, soit 40% de la population, étaient privés d'électricité. En 3 jours, 52 000 foyers ont été à nouveau raccordés. Donc là, des progrès significatifs. Il nous reste à traiter, je vais faire une réunion là, la question des fils et des poteaux qui restent au bord des routes et qui peuvent présenter un danger. Il faut maintenant nous y pencher pour éviter un accident. Ensuite, le réseau routier, vous pouvez le constater, a été nettoyé grâce notamment à l'action de Route de Guadeloupe appuyée par 300 personnels militaires de la sécurité civile et jeunes du service militaire adapté. En une journée, nous avons pu nettoyer la route nationale entre Basse-Terre et Pointe-à-Pitre. Ensuite, le réseau téléphonique mobile d'Orange fonctionne, celui de Digicel en gros à 57%, donc il y a encore des difficultés certainement à avoir du réseau mobile. Les lignes fixes sont rétablies à 95%. Voilà en gros le bilan très rapide que l'on peut dresser. En 3 jours, j'estime que la mobilisation des services, des collectivités, de la région, du département et des communes a permis très rapidement de retrouver des conditions de vie correctes. Alors évidemment, il reste des maisons, des personnes qui n'ont toujours pas d'électricité, toujours pas d'eau potable, mais nous restons mobilisés pour leur apporter une réponse le plus rapidement possible.
L'actualité revient dans un court instant. Il est 13h d'ici 2 minutes. Restez à notre écoute donc sur RHT Guadeloupe 89.8 et également sur le ZCL.tv. On revient tout à l'heure avec notre prochain invité, Christelle Théophile, directrice donc du Cinestar, avec un réalisateur qui sera avec nous. À tout de suite. Ok, ça, je pensais que... Voilà, il est 13h04. On revient donc à l'actualité. On fait un rappel des titres et puis on va recevoir tout de suite nos deux invités. Je vais parler de Nyama Badi, bien sûr, coproducteur du film Tourment d'amour, et bien sûr de Madame Christelle Théophile, qui est la directrice de Cinestar, puisqu'elle va nous annoncer ce premier festival de cinéma caribéen. Mendy. Un rappel des titres, donc en ce lundi 25 septembre. Hier avaient donc lieu les élections sénatoriales. Monsieur Victorin Lurel, Victoire Jasmin et Dominique Théophile sont donc ces nouveaux représentants de la Guadeloupe au Sénat. Également, on a donc débuté avec l'éducation nationale puisque monsieur le recteur nous faisait un point sur la situation car plusieurs établissements demeurent fermés en ce lundi. Et enfin, on terminera avec un retour sur cet arrêté de catastrophe naturelle pris par le Premier ministre qui manifestement ne repose pas sur la réalité des agriculteurs, des pêcheurs, des entreprises et des familles, selon monsieur Harry Chalus. Merci Mendy, qu'on retrouve tout à l'heure. On parlait de cinéma, Cinestar International Film Festival, c'est le premier du nom. Bonjour Christelle. Bonjour. Première chose, comment se porte le Cinestar? Très bien. C'est bien. Très bien. Oui, le Cinestar a été très bien accueilli par le public et il se porte toujours très bien, toujours disponible à vous recevoir. Et les films sont programmés tous les mardis, c'est ça? Tous les mardis, on reçoit la nouvelle programmation, mais les sorties se font le vendredi. Toujours le vendredi, avec quelques avant-premières. Et le public est fidèle, pour l'instant? Très fidèle. On a déjà un public qui revient régulièrement toutes les semaines. On a un public très fidèle également sur la VO, qui revient uniquement pour les films VO. Donc vraiment, on est ravis. L'ouverture s'est très très bien passée. Et jusqu'à maintenant, on est bien accueillis. Les problèmes de son sont réglés, définitivement? Réglé. Bien, alors, on reçoit avec vous Nyama Badi, qui est co-réalisateur du film Tourment d'amour, qui va ouvrir le festival. Des petits mots bonjour sur ce film, puisque vous êtes aussi sur Death's Paradise, si je me trompe. Alors, je suis coproducteur du film. Donc on est 3 producteurs en fait sur ce film, Sacre Bleu qui est le producteur délégué et Contraste Production et Skyprod. Ah, je connais Contraste Production. Oui, bien sûr, c'est Dimitri Zandronis. Et moi-même, Skyprod, on est donc coproducteur de ce film qui a été réalisé à un moment de ça par Caroline Jules. Elle sera là, Caroline, pour la première? Malheureusement, elle ne va pas pouvoir être là. Par contre, on aura... Par contre, on aura 2 acteurs, Harry Baltus et j'ai déjà un trou de mémoire, mais en fait, ils seront 2 des comédiens principaux. Et il y aura Dimitri aussi qui devrait être présent. Alors, ce film-là, il tombe bien parce qu'il tombe après la catastrophe des Saintes, enfin après ce qui s'est passé à Terre de Bas et Terre de Haut. On va reconnaître les paysages qu'on verra dans le film. J'ai envie de poser la question. Oui, bien sûr, puisque le film a été entièrement tourné aux Saintes. Oui. Donc, bien sûr, on verra les beaux paysages d'avant Cyclone. Oui. Bien sûr, à l'ouverture. Voilà, justement, ça va nous permettre de faire un clin d'œil à nos amis saintois. Oui. Alors, Christelle, un festival, c'est pas un peu prématuré pour Cinestar de se lancer déjà dans le festival? Dans un festival, on sait qu'il y a pas mal déjà de festivals, j'ai envie de festivals, mais enfin, ça ne se dit pas. Qu'est-ce qu'il porte de plus, ce festival? Le Cinestar avec Caribbean Cinéma est vraiment se veut en fait un outil de promotion des films, des productions locales, puisque l'inspiration de Caribbean Cinéma avec le Cinestar, c'est le cinéma indépendant. Donc avec ce festival, on a voulu offrir un autre cinéma, un nouveau cinéma, mettre en valeur les talents locaux et de la Caraïbe.
Et c'est vraiment la philosophie du groupe au travers de la Caraïbe et encore plus ici. Alors, quels sont les films qui ont été retenus? Alors, je cite Tout le monde d'amour, d'accord, on le verra. C'est un film que beaucoup de Guadeloupéens n'ont pas vu, qui est passé un peu rapidement au FEMI il y a quelques années. Oui, effectivement. Mais le film, effectivement, n'a pas beaucoup été vu ici, mais circule pas mal, puisqu'il a eu plusieurs sélections aux États-Unis notamment. Mais bon, en fait, on va rectifier aussi... on va rectifier ça avec justement ce festival. L'occasion pour les Guadeloupéens de le découvrir. J'espère qu'ils seront nombreux à venir, puisque il va être multidiffusé en plus, puisqu'il est programmé. Il ouvre le festival, c'est bien ça? Il ouvre le festival et il sera à nouveau projeté le lendemain, le surlendemain, parce qu'effectivement, et c'est un peu notre intention, des films comme celui-ci qui ont été primés à l'international, qui ont été primés partout. Oui. On se doit, en tout cas nous en tant que Cinestar, de lui donner un peu plus d'exposition et de le projeter, de le faire connaître un peu plus chez nous-mêmes ici en Guadeloupe. C'est assez nouveau parce que je sais que Caroline Junior a voulu passer ce film-là autre part, elle a eu pas mal de difficultés. C'est vraiment, en fait le film a une histoire, a rencontré quand même pas mal de problèmes, comme la plupart des films qui sont faits avec des budgets, des petits budgets, voilà, oui. Des petits budgets. Donc il a été bloqué en laboratoire pendant plusieurs mois, voire années. Et donc du coup, il est sorti et puis il a été présenté au FEMI il y a 2 ans. Mais c'était vraiment un parcours pour elle. Mais elle a tenu. Et puis, il a été présenté à Paris au mois de mai, je crois. Effectivement, ça a été présenté aussi à une avant-première à Paris. Elle a fait quelques festivals, j'ai pas les noms en tête, mais bon. Je crois au Canada, elle est passée au Canada. Oui. Et donc aujourd'hui, on fait un retour en Guadeloupe avec le film parce qu'il y a vraiment de belles images. Le film est joli. C'est un très beau film qui parle vraiment de la Guadeloupe aussi. C'est un film qui a été entièrement, enfin, en grosse partie. Il y a une grosse équipe technique guadeloupéenne qui a travaillé sur ce film, d'où vraiment l'importance de pouvoir le diffuser ici. D'accord. Voilà, et c'est vrai que nous, à Cinestar, on a apprécié ce film parce qu'il parle d'une réalité qui nous ressemble, qui parle à tout un chacun. Et c'est l'inspiration des différents films qu'on propose durant ce festival. Alors, on ne va pas rentrer dans tout le détail, mais il y a pas mal d'autres films. J'ai même vu un film trinidadien, c'est ça? Il y a un film trinidadien, on a Bazodi, on a également The Cutlass. Oui. Donc pour avoir une vision plus large, on va avoir aussi une soirée patrimoine avec des films guadeloupéens à voir et à revoir, comme Tête Graignée, Le Bonheur d'Elsa, Nègre Marron. Oui. Et effectivement, cette portée caribéenne dont on parlait s'étend aussi jusqu'à Haïti avec le documentaire I'm Not Your Negro de Raoul Peck. Il y a aussi le film de Fabrice Pierre en Guadeloupe. Oui, de Fabrice Pierre, que je connais bien. Qui est un très beau film aussi à voir. Ouais. Combien de films au total, en gros, Christelle? Combien de films à peu près? On va avoir entre courts-métrages, documentaires et... Il y a 3 longs-métrages, je vois. Voilà, oui. Absolument. 3 longs-métrages au moins... caribéens. On a ensuite 4 documentaires et on a, au niveau des courts-métrages, on va compter une dizaine de projections. Alors, comment ça va se passer? Parce qu'en général, dans les festivals, il y a un pass ou bien on achète son ticket au jour le jour. Comment ça va se passer? Voilà, l'idée c'est d'encourager le plus possible. Donc effectivement, on aura un tarif à la séance, mais on aura également des passes 3 films ou des passes pour le festival, la totalité du festival. Oui. Et quand on fait un festival de ce type, ça veut dire que c'est une première que ça va se pérenniser ou bien c'est juste un petit coup comme ça, un coup de com'? Absolument. L'idée c'est pas un coup de com'. L'idée c'est vraiment que ça se pérennise. Oui. Et en réalité, le groupe Caribbean Cinéma propose tout au long de l'année plusieurs festivals. Oui. Donc vous voyez que l'idée c'est vraiment que... Ah donc il y aura encore un autre festival? Pourquoi pas?
D'accord. Avec une thématique particulière. D'accord. Chacun une thématique particulière. En tout cas, tout ça pour dire que c'est la première édition, le premier festival du Cinestar, la première édition qui en appelle d'autres. Et beaucoup d'autres, j'espère. D'où vient l'idée? C'est les réalisateurs ou vous-même qui avez imaginé ça, Christelle? Vous avez eu le temps? Eh bien, avec notre équipe interne et notamment notre directrice adjointe, Patricia Montpierre. Qui est très cinéma, voilà, aussi. Très cinéma, qui nous a aidé donc à monter l'ensemble de ce festival. Et très, vraiment, on espère et on attend vraiment que le public soit au rendez-vous. Parce que l'idée, c'est vraiment de montrer et de mettre en avant ces talents locaux. On fait du bon cinéma, l'excellence est aussi en Guadeloupe. Et vraiment, le public guadeloupéen, on espère qu'il viendra soutenir cette initiative et cet effort. Alors, quand il y a un festival, quelquefois, il y a des prix? Oui, effectivement. Alors nous, on a choisi une autre formule. On n'exclut pas la formule prix pour les autres éditions. Mais pour cette édition, pour cette première édition, on a choisi de rémunérer chacun des producteurs, réalisateurs qui vont diffuser, qui vont être projetés à cette occasion. D'accord. Mais c'est quelque chose qui reste entre vous et eux. On ne saura jamais s'ils ont 2 €, 3 €, 150. On ne saura jamais. En tout cas, nous leur offrons une occasion supplémentaire de pouvoir vivre. Tout à fait, on a bien cinéma. compris ça. Mais, de toute façon, on est bien content de vous recevoir. Et puis, on le dit, et puis on va encore le redire. Ça commence le 5. Le 5. Donc, jeudi 5 octobre, la soirée d'ouverture. Et puis, ouverture au public le 6, le 7, le 8. Ça tombe sur un week-end. Le 5, c'est une soirée VIP ou c'est une soirée normale? Parce que s'il y a au Cinestar, dans Cinestar, il y a Star. Mais non, je demande. Vous êtes invité. Mais non, même pas pour moi, pour les gens qui nous regardent. Vous êtes parmi les VIP. Non, je pose la question, pas pour moi. Mais ça tombe sur un week-end, donc on a de sorte de permettre à tout le monde de pouvoir assister. Donc le vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 octobre. Je peux poser une question sucrée? Allez-y. Est-ce qu'il y aura des tourments d'amour distribués dans la salle? C'est une idée. Voilà, il est 13h15. On n'y avait pas pensé, mais... Vous n'y avez pas pensé? Elle est gratuite, la pensée. Bon, voilà, 13h15. Je vous remercie d'être venu en tout cas. On donne rendez-vous au public à partir du 5. On reviendra bien sûr sur cette programmation. On aura l'occasion d'en reparler vendredi dans notre session de vendredi. Ça, voilà, on continue le journal avec Mendy. Tout à l'heure, on va recevoir monsieur Christian Baptiste. Avec lui, on reviendra sur les sénatoriales, mais aussi sur l'arrêté de catastrophe naturelle. C'est à vous, Mendy. Et oui, justement, faisons déjà un retour sur cet arrêté qui a été pris par le Premier ministre, qui manifestement ne repose pas sur la réalité des agriculteurs, des pêcheurs, des entreprises et des familles, selon monsieur Harry Chalus. L'étendue des dégâts causés par les vents n'ont pas été pris en compte, seulement les dégâts causés par les inondations. Nous avons justement interrogé Patrick Célin, qui est donc le président de la Chambre de l'agriculture, au micro de Michel Héraclide et Harold Luce. Toute culture confondue, on serait là parce que nous avons des 100%, nous avons des 90%, nous avons des 85%. Je crois qu'on peut dire globalement qu'on est tout de 90%. On ne peut pas être moins que ça. Quand vous voyez la nature, ce qu'on a vu les premiers jours et ce qu'on voit aujourd'hui, ne serait-ce qu'aux abîmes, là où je suis, vous avez la mangrove. Donc vous avez vu des maisons dans l'est de la Grande-Terre, dans le sud Basse-Terre. Donc le nord Basse-Terre et le nord Grande-Terre aussi sont impactés. Nous avons des vents violents qui ont impacté les cultures de canne particulièrement et on aura de toute manière des conséquences négatives de cette culture-là. Alors on a le verdict est tombé, l'arrêté de catastrophe naturelle a été publié et aux grandes dames des agriculteurs apparemment les vents ne seraient pas pris en compte dans cet arrêté. Oui, c'est-à-dire en fait, il faut bien sûr, je crois qu'unanimement, on est tous d'accord, un politique professionnel, que la ministre devait revoir sa copie. Bon, effectivement, la houle, c'est une partie, hein, mais en réalité, le vent, dans sa globalité, n'a pas été pris en question, en compte, malgré que la région aurait fait des annonces sur une aide d'urgence, par exemple, pour aider les gens humainement, personnellement. Mais les dégâts, je crois que
il faut qu'il soit pris en considération. Donc, au niveau de ce qu'a fait le vent, nous avons été sur le terrain, nous avons eu des pointes quand même de très très importantes, dépassant les 150 km/h. Donc, je crois qu'aujourd'hui, pour que les choses soient claires et pour redonner de l'espoir à cette agriculture, en tout cas c'est professionnel, hein. Parfois, il y a l'agriculture, il y a d'autres aussi, mais particulièrement pour ma chapelle, je parle de l'agriculture. Il faut que réellement qu'il y ait un véritable arrêté prenant en compte l'ensemble des secteurs agricoles, parce que c'est vrai, la banane a subi un coup, mais nous avons aussi les cultures maraîchères, la canne qui est couchée, les grandes cultures, les cultures dites renvoyées, eh bien, sont à terre. Les jeunes repousses à partir de 1 mètre, ils sont cassés. Ça veut dire qu'il y aura des repousses, on va prendre du retard dans la récolte, on aura forcément une baisse dans le tonnage attendu. On a le lot qui va asphyxier les racines, donc forcément la catastrophe, l'ampleur de la catastrophe, on va la mesurer dans les jours à venir. Et donc aujourd'hui, nous sommes effectivement, je crois que tout le monde d'une manière unanime, nous sommes un peu remontés contre cet arrêté et qui devait être revu. Je pense que ça sera fait, puisque au dire de ce que j'ai entendu ce matin, la ministre qui essaie de se défendre quand même, mais non, je crois que là nous comptons véritablement sur nos politiques pour qu'ils puissent nous entendre. Ce matin-là, à la Chambre, on va certainement communiquer l'ampleur de la catastrophe que nous avons par écrit au Conseil général, aux députés. Et je crois que là, ils devrions prendre réellement l'ampleur du désastre. Je crois que peut-être qu'il y a une vision que les hexagonaux n'ont pas encore d'un cyclone. Mais là, nous connaissons des cyclones. Nous savons ce qui va se passer dans les jours à venir. Donc, je leur demande d'écouter sagement ce que pourraient dire nos locaux dans cette histoire-là. Depuis ce début-là, une banane tombée tout partout. Alors, les gens qui ont l'habitude d'acheter un kilo de banane, ils ont dit que prend des bananes pour manger, mais pour commercialiser les bananes, on ne peut pas commercialiser. Même les gens qui ont emballé, ils ne peuvent pas envoyer un bateau pour un seul monde. Ça, si cyclone n'a pas touché au top, alors il fait dire là, c'est à recommencer. Ou pas ni bon résultat, parce que les bananes là, ils ont brûlé, ils n'ont pas ni fait pour protéger. Le passage de l'ouragan Irma sur les îles du Nord, l'UDE-MEDEF a réuni sa cellule de crise quotidiennement afin donc de venir en support au pouvoir public dans leur mission humanitaire, mais également vitale et logistique. Et donc après le passage de Maria, maintenant, il est plus que jamais à pied d'œuvre. Thibault Langsade, qui est le premier vice-président du MEDEF national, et Sébastien Guimier, qui est lui directeur de la mission au MEDEF national, étaient donc en Guadeloupe afin d'apporter leur soutien dans cette situation difficile. Ils se sont donc réunis vendredi au siège. Un reportage de Vianney Valverde. Alors, cette cellule de crise est coordonnée, je dirais, par 2 pilotes. Et nous sommes à peu près 70 dans cette cellule de crise. On représente aussi bien, je dirais, la partie humanitaire en priorité, la partie, je dirais, alimentation, eau qu'il faut envoyer en urgence. Nous avons aujourd'hui envoyé plus de 50 000 tonnes. Je dis bien 50 000 tonnes, je dirais, de tout ce qui concerne, je dirais, la partie humanitaire, mais aussi en matière de structure, déjà à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, depuis 10 jours. Donc maintenant, nous allons nous consacrer à le sud de la Guadeloupe, particulièrement terre de haut et terre de bas, et peut-être Marie-Galante Notre objectif, d'abord, pour Saint-Martin et Saint-Barthélemy, c'est que les entreprises de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy soient favorisées et soient les premières en première ligne pour la reconstruction de leur île. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas demander à une entreprise, je dirais, de faire, même si elles sont quelque part, je dirais, remboursées tout ou partie par leurs assurances, je dirais, de subir les contre-coups. Il nous faudra entre 2 et 5 ans pour rebâtir Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Donc on demande un choc, et ce choc passe par une zone franche globale fiscale.
Aujourd'hui, la préoccupation à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, c'est que les entreprises souffrent et à partir de ce mois-ci, elles n'auront plus de trésorerie pour payer les salariés, faire en sorte que ces salariés puissent continuer à travailler dans l'entreprise, encore faut-il qu'il y ait du travail pour eux, qu'il n'y ait pas le dépeuplement entrepreneurial, qu'il n'y ait pas la fuite, enfin pas la fuite, le terme n'est pas approprié, mais le départ d'entrepreneurs ou de salariés, et de faire en sorte que les compétences restent sur l'île. Et donc une zone franche qui permet aux entrepreneurs de se dire je continue à investir et je ne pars pas est un élément important. À la fois il stabilisera ses salariés, à la fois il fera l'effort de reconstruction. Et on termine avec ces témoignages des ultramarins de l'Hexagone envers les sinistrés de la Guadeloupe et de Saint-Martin. Un reportage de Maurice Cessé. Bonjour, je suis Florus Nestar, directeur général de la DOM, et je voulais dire à nos compatriotes des Outre-mer qui ont été touchés par les événements météorologiques qui viennent de se passer, qu'ils ont de ma part un mot d'encouragement et de leur dire que j'ai été très affecté par ce qui s'est passé, mais comme je sais qu'ils sont courageux, donc ils arriveront quand même à surmonter toutes ces difficultés. Ouais, alors Jacques Ambrosio, le président de la Collade, je suis venu au campus d'Outre-mer déjà pour encourager les étudiants. Bon, il faut que je passe un message quand même à peu près de peut-être de SOS Urma, je suis un petit peu membre du collectif, donc en disant que ça va de bon train. Et ensuite, on a une pensée pour toutes les sinistrés, parce que là, c'est rajouter les sinistrés de la Guadeloupe aussi, peut-être aussi qu'on va aussi s'en occuper. Donc, c'est toujours un message d'encouragement, un message aussi que je dis, le Kébéret de Pamoli. Et pour le moment, au niveau des SOS Urma, donc on a pas mal de colis, de paquets. Et ce qu'on demande aux gens, de continuer peut-être à ramener, mais surtout ramener des denrées non périssables. Oui, Jean-Jacques Seymour, journaliste. Donc nous avons été très surpris de cette avalanche d'ouragans qui ont balayé cette année la Caraïbe. Alors bien sûr, ça a commencé par Saint-Martin, Saint-Barth qui ont payé un lourd tribut, et puis il y a eu ce cyclone Maria qui est arrivé, Irma, pardon, qui est arrivé derrière. Mais je dois dire que ces départements et ces territoires vont se relever très vite de par la solidarité et la volonté farouche de ses habitants. Je fais appel à la population et à tous les citoyens de la France généralement. Un appel aux dons parallèlement à ce que fait la Fondation de France, qui fait très bien d'ailleurs. En 2016, j'avais créé initialement une association qui s'appelle France Région Outre-mer, qui est FROM en diminutif, qui consistait à tisser des liens entre les régions de l'Outre-mer et les régions de l'Hexagone, pour qu'il y ait une plus grande force fraternelle entre nos différentes régions, afin qu'on soit mieux connus de part et d'autre. Donc aujourd'hui, je fais un appel aux dons à toute la population française, parce que nous, on veut intervenir d'une manière de proximité, plus en proximité, plus proche de la population, pour soutenir la France Région Outre-mer, donc France-région-outremer.fr, pour faire un don, vous donnez ce que vous pouvez, comme vous le pouvez, rien n'est obligatoire, mais c'est juste pour soutenir les victimes des ouragans Irma et Maria. Et dans l'affaire CCI, vous avez sûrement dû l'entendre, notez que 5 élus de la Chambre du commerce et d'industrie de la Guadeloupe ont annoncé leur démission, une démission notifiée par voie d'huissier. Ces élus tiennent à préciser que cette décision ne se résume pas à cet audio qui véhicule sur les réseaux sociaux, mais aussi à de graves dysfonctionnements que connaît la Chambre. Ils demandent donc que le président soit destitué, une demande faite au préfet, et que de nouvelles élections aient lieu dans un délai raisonnable. Voilà donc pour l'information. Voilà. Merci donc à Mendy. On va retrouver dans un instant monsieur Christian Baptiste qui est déjà là. Pour l'instant, on s'oriente tout doucement vers la page de pub et puis on se retrouve pour la suite et la fin du ZCL. Il sera un petit peu plus que 13h30. Voilà, il est 13h32, retour donc sur le plateau du ZCL. Je vous l'ai dit, nous allons recevoir monsieur le maire de Sainte-Anne, Christian Baptiste, bonjour. Bonjour à toute la Guadeloupe.
Et j'ai envie de vous dire félicitations, puisque vous étiez sur une liste qui est sur le podium. Je parle des sénatoriales d'hier. C'était prévu que vous remportiez avec Victor Huel de sièges du premier coup comme ça? Nous avons travaillé pour, et on le souhaitait fortement, ça s'est passé... Quand vous avez travaillé pour, c'est quoi exactement? Parce qu'il y a eu des cyclones, il y a eu plein d'intempéries pendant... Comment vous avez fait? Alors, une campagne des sénatoriales, comment ça se passe? Il faut aller devant les grands électeurs, ce qu'on appelle les grands électeurs, dans les communes. Donc, on a pu faire quand même près de 25 à 27 communes. Voilà, donc pour pouvoir expliquer, d'une part, notre programme, parce qu'on a quand même élaboré un programme. Tout à fait. On avait une feuille de route, on va dire ça comme cela. On a échangé. Et d'autre part, effectivement, bon, et puis après, il y avait aussi les appels individuels. Bon, chacun avait il n'y avait pas de petit chèque distribué, non? Non, il n'y avait pas de chèque distribué. Ni de billets craquants non plus. Ni de billets craquants non plus. Cela demande quelques moyens néanmoins pour pouvoir organiser la campagne électorale. Je crois que c'est jusqu'à 22 000 €. Hein. Il y a quand même une limite. Donc pour pouvoir évidemment faire le matériel, notamment la feuille de route que nous avons établie. Et donc, et quand je dis nous avons travaillé, c'est que nous avons une liste qui était complémentaire. On n'a pas fait une liste pour faire une liste, c'est-à-dire il y a une tête de liste. Alors ça c'était la nouveauté aussi, hein, un peu. Oui, voilà, parce que c'est la première fois effectivement qu'on le scrutin à la proportionnelle, c'est-à-dire avec une liste. Ce n'est pas un scrutin uninominal. Et peut-être que beaucoup de candidats ont compris que c'était ça. Et donc on savait que partant de là, en travaillant bien, en faisant bien comprendre notre message, qu'on pouvait avoir 2 sièges. D'aucuns disent qu'on aurait pu avoir 3 sièges. Carrément. Carrément. Hein. Mais je pense que je ne suis pas du tout étonné qu'on ait 2 sièges. Donc c'est un vrai scrutin de liste. Et donc de toutes les façons, quel que soit le membre qui est sur la liste, nous avons tous cette possibilité cette possibilité d'être sénateur. Donc c'est pour bien vous dire. Vous êtes tous des sénateurs en puissance en fait. Tout à fait. Et c'est ce qu'il faut bien comprendre de ce scrutin. Mais ils ont un turnover quand même? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Sauf qu'il y a des cas particuliers, bien évidemment. Enfin, la loi prévoit au cas où s'il y a un décès ou si quelqu'un est nommé, ou une démission. Enfin, non, mais il n'y a pas de turnover, non. Mais alors, est-ce qu'on peut dire, Christian Baptiste, que Victor Huel est de retour? Je parle politiquement, parce qu'il a une défaite assez cuisante régionale l'année dernière, enfin il y a 2 ans, et puis tout le monde disait l'URL c'est fini. Alors finalement, c'est vrai qu'en politique on n'est jamais mort. D'une part, et est-ce qu'on peut dire que l'URL n'était pas anti? Oui. On peut se poser la question. Non, je crois que lorsqu'on perd une élection, on ne perd pas son âme, on ne perd pas son drapeau, on ne perd pas ses convictions, on ne perd pas la vision qu'on a pour le pays, et surtout, et c'est pourquoi j'étais très fier d'être sur ces listes. Bon, ça fait près de 20 ans que je travaille avec Victor Huel. Nous avons travaillé pendant près de 12 ans à la région. Vous y êtes encore d'ailleurs. Et nous y sommes toujours, et nous apportons toujours notre contribution. Nous avons fait de belles et bonnes choses. Nous avons laissé une région en bonne santé alors que nous l'avons trouvée dans une situation financière catastrophique. Est-ce qu'on peut dire, parce qu'on a perdu une élection, on efface tout ça, on passe l'éponge? Non, je ne crois pas. C'est pas du tout cette vision-là que nous avons. Et donc, et vous l'avez dit, en politique, on n'est jamais mort. Et donc, lorsqu'on est militant, on est militant. On est là pour apporter sa contribution. Et évidemment, sa vision, ses idées. Et forcément, aujourd'hui, nous sommes dans un pays démocratique et c'est à travers les élections. Et c'était les élections sénatoriales. Et nous avons montré ce dont nous sommes capables de présenter. Et surtout, ce qui est important, s'il faut conclure sur Victor Huel, il n'y a pas photo, c'est un homme d'expérience, c'est un homme qui a des compétences, et donc je crois que le pays a besoin encore de Victor Huel pour apporter sa contribution, en toute modestie, bien évidemment. Donc, ça signifie quand même, quand je pose la question, elle n'est pas anodine, parce qu'au régional, on se souvient que Victor Huel comptait beaucoup sur les maires, qui sont aussi des grands électeurs, et qui a un petit peu fait défaut, et cette fois-ci, il a pu rassembler au-delà même de sa famille politique, parce que quand on examine le scrutin, 321 voix, je crois, sous les 775 à peu près votants, ça veut dire qu'il n'y a pas seulement les gens de gauche qui ont voté ni les socialistes, c'est allé au-delà. Mais forcément, c'est vrai que d'ici de l'élection régionale à aujourd'hui, il y a des choses qui ont changé. Entre-temps, il y a eu les élections législatives, où il y a
des enseignements à tirer. Bien sûr. Mais ce que je voudrais dire, surtout à c'est que c'est pas la même élection, une élection sénatoriale et une élection régionale. C'est clair. Parce qu'évidemment, l'élection régionale, on fait appel directement au peuple. Bon, ça faisait quand même 12 ans que Victorien Lurel était là. Bon, on ne va pas refaire l'analyse des élections régionales. On sait très bien qu'il fallait abattre l'homme Lurel. C'est pas sa compétence, c'est pas son bilan, c'est pas son expérience. C'est que bon, voilà, il fallait changer de tête. Ad hominem, comme on dit. Il fallait changer de tête, il fallait couper sa tête. Bon, voilà, bon. Il assume, il a perdu l'élection régionale, il assume et il dit que j'assume pour ne pas mettre personne ni en porte-à-faux ou accabler personne. Il assume, mais ça n'a pas empêché qu'effectivement qu'il reste à la verticale et il continue à regarder le pays. Victorien Lurel, il est conseiller régional, il est à la commission permanente, il est souvent à la commission permanente. Bon, moi, avec mes responsabilités, c'est vrai que j'y suis une fois sur deux, il faut le dire, avec les responsabilités que j'ai par ailleurs, mais je suis dans toutes les assemblées plénières. Voilà. Donc il est là et il étudie les dossiers comme tout le monde, il donne son point de vue et il l'a toujours dit, il est prêt et toujours prêt à travailler avec le président Henri Chalus dès lors qu'effectivement qu'on passe au-dessus des querelles intestines. C'est le pays et comme il l'a toujours dit, si Henri Chalus, président de région, échoue, ben c'est tout le monde qui échoue. C'est aussi simple que ça. Les élections sont terminées, c'est fini. Maintenant, il faut qu'on travaille pour le pays. Oui, alors, Victorien Lurel, vous le savez, bon, c'est plus un secret, en train d'organiser un parti. Ah oui. Oui. Ah oui, je le souhaite. Oui. Vous y serez? Évidemment. Oui. Moi, je vais vous dire, j'ai toujours pensé à cette vision des choses, qu'il y ait un grand parti progressiste, humaniste, qui fait appel évidemment à l'écologie, évidemment de la social-démocratie. J'ai toujours été pour. Et je suis au PPDG, le président c'est Jacques Mangou. Il y a déjà eu de bonnes discussions là-dessus. Le président Jacques Mangou est tout à fait d'accord. Donc c'est un regroupement un nouveau regroupement de la gauche. Nous sommes de toutes les façons dans une recomposition politique. Et on ne peut pas laisser non plus passer effectivement ce wagon de la recomposition. Donc oui, ce sera un parti que je souhaite et fédérateur. Fédérateur. Et d'ailleurs, bon, évidemment, Victorien Lurel est mieux placé que moi pour en parler. Il va en parler. On aura l'occasion de lui poser la question, mais il est prêt à discuter avec les indépendantistes, avec les nationalistes, avec les communistes. C'est pour vous ça. Oui, tout à fait. Maintenant après, ce sera à eux de voir quelle sera leur position. Mais on n'est pas fermé là-dessus. On est vraiment ouvert. Il est en marche, on va dire. En marche avant, oui. Oui, en marche avant, non pas en marche arrière. Non, en marche avant. Oui, non, mais en fait, non, on ne voulait pas paraphraser, photocopier ou en tout cas reprendre les formules qui existent déjà. Mais non, on veut vraiment une mutualisation. Mais nous payons tête collée. Oui. Ensemble. C'est pour bientôt, en fait, ce parti. Mais oui, bien sûr. Et le plus rapidement possible, parce que bon, c'est vrai que nous n'aurons pas d'élection d'ici au moins 3 ans. On va poser un peu, oui. Voilà. Et c'est le moment justement de se poser, de discuter, de dire quel nouveau pays il est et dans quelle configuration, c'est ça. Alors, autre problème, c'est l'arrêté de catastrophe naturelle qui est catastrophique, cet arrêté. Alors, justement, je me suis posé la question. C'est pas un jeu de mots, hein, mais je dis comme ça. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce que le gouvernement n'a pas compris dans l'expression catastrophe naturelle? Alors, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Et ils n'ont surtout pas compris qu'on ne prend pas de décision. Alors voilà, bon, alors je sais que c'est... bon, j'ai lu quelques commentaires. Hein. Oui, c'est du colonialisme plus sucre. Non, mais on va le dire. J'ai lu quelques commentaires disant effectivement que oui, voilà, on voit bien qu'on est allé au colonial toujours. Mais oui, vous aviez un doute, Christian? Non, mais dites-moi, vous aviez un doute? Non, j'ai pas de doute. Mais oui, mais voilà, on prend des décisions à Paris, alors sans consulter personne. Oui. Et c'est ce qui s'est passé. Et après, le préfet nous dit, mais oui, voilà, effectivement, des décisions ont été prises, mais voilà, il y a des informations qu'on n'avait pas. Mais il suffit de demander à ceux qui sont... Il suffit de demander aux agriculteurs, vous demandez aux pêcheurs, vous demandez à ceux qui ont des activités touristiques, voilà. Et donc, bon, alors, et vous demandez même à la météo, je veux dire, nous avons des vents très violents que nous avons connus, et donc, bon, enfin, en tout état de cause, bon, les élus... J'ai vu que certains sont montés au créneau, donc vous, Jacques Mangou. Oui, voilà, tout tout à fait. Oui. Et le préfet avait fait une réunion s'inéditée hier soir. Alors, j'ai vu cette réunion hors les murs, en plein air. Qu'est-ce que c'est? C'était juste pour faire bien
Moi, je ne sais pas. Parce que premièrement, j'arrive, j'entends dire qu'on veut réunir les maires à 11h. J'ai dit, moi, Christian Baptiste, maire de Sainte-Anne, moi, je n'irai pas une réunion à 11h du matin. On est pleine élection. Oui. Alors peut-être qu'il y a de la récupération derrière. Peut-être que certains voudront dire que voilà, c'est moi. Non. Je n'arrête ça. Bon, ensuite. Je l'ai dit très franchement au président et mon ami Pioche de l'association des maires. Après, donc, clôture du scrutin, on fait le dépouillement. Il me dit, mais voilà, bon, on va à la réunion à 15h. J'ai dit, je ne vais pas dans une réunion avant 18h. Tant que les résultats ne sont pas proclamés, je ne vais dans aucune réunion. Oui. Et là encore, effectivement, on a encore repoussé parce qu'il était prévu qu'on fasse une réunion à 15h. Oui. J'ai dit à quelques collègues, j'ai dit, bon, si vous voulez y aller, vous y allez, mais nous n'y allons pas. On attend les résultats lorsque tout. Alors, vous êtes dans une réunion, parallèlement, on cherche à savoir les résultats, oui, mais non, ça n'a aucun sens. Ouais. Bon, effectivement, après, je m'attendais effectivement qu'on fasse une réunion. Après, j'ai vu que c'était en plein air, donc c'est pourquoi j'avais mes lunettes de soleil. Parce que le soleil était oui, bien sûr. Oui, bien évidemment. Mais c'est une réunion qui servira vraiment comme ça, parce que. Oui, enfin, bon, au final. Parce qu'il a pris aucune note, le préfet. Elle n'a pas. Oui, bon, elle n'a pas servi à grand chose parce que, bon, les élus s'étaient déjà manifestés. Oui. Et donc, en fait, c'était une réunion pour nous faire le retour de ce que les élus disaient. Mais entre-temps, vous avez des coups de fil en haut lieu. Oui, bien sûr. Le président Macron a été saisi. Il savait déjà que tout le monde avait déjà gueulé. Et donc, par conséquent, bon, à la limite, si c'est pour nous dire voilà, qu'on va revoir, bon, ça, de toutes les façons, c'est bien ce qu'on a demandé. Donc, bon, d'une part. Et ensuite, il faut dire que l'état de catastrophe naturelle, pour que les assurances puissent jouer rapidement. Bon, après, il y a des dispositions à prendre en dehors même de tout ça. Les gens qui ne sont pas assurés. Bien sûr. Il faut effectivement prendre des dispositions. Et donc, mais ce sont des choses qu'on fait autour d'une séance de travail normale et régulière. Avec des acteurs concernés. Tout à fait. Qui mieux que les agriculteurs, enfin en tout cas leur fédération, leur père, pourront dire, qui mieux que les pêcheurs. Moi je suis passé voir en tout cas les pêcheurs de Sainte-Anne, bon, et il y en a qui me disent, ouais mais finalement il faut parler de nous. Bon, effectivement j'ai appelé le président, pendant que j'étais là, j'ai appelé le président Chalus tout de suite, et il m'a répondu d'ailleurs. J'ai dit, tiens voilà, et que voilà les pêcheurs gueulent. Il m'a dit, d'accord, je l'ai vu encore, on a échangé. Bon, on va recevoir les pêcheurs, évidemment, en respectant toutes les formes, oui. Notamment de déclaration, voilà et tout. Mais je pense qu'il faut qu'on puisse travailler surtout avec les acteurs qui sont concernés. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire qu'un premier arrêté est tombé, il ne fait pas l'unanimité. Certains élus, la plupart des élus, on peut dire, sont montés au créneau. Vous avez vu le préfet. Est-ce que vous avez la garantie que cet arrêté va être modifié, va tenir compte de la réalité, ou bien est-ce que ça va être encore de la bureaucratie? Oui. Apparemment, c'est une décision. Qui s'en charge, je veux dire, est-ce que c'est les nouveaux sénateurs? Est-ce que le président de région et le président et Mme Borel-Incertain? Quelle est la structure? Le président Macron sait déjà. Oui, il sait. Il sait, oui. Il sait très bien que il faut revenir sur cet arrêté, et je pense que ça va se faire très rapidement. Ça, c'est une bonne chose. J'ai entendu le préfet dire dans quelques jours. Oui, voilà, très rapidement. Voilà. D'une part. Et d'autre part, il y a aussi 2 mois pour pouvoir, ça c'est autre chose maintenant, pour pouvoir effectivement faire le constat réel de certain nombre de choses, nous donner le temps de le faire, un constat réel, pour qu'on puisse prendre en compte toutes les difficultés, tous les dommages que nous a causé le cycle. Parce que les gens qui nous regardent en ce moment un peu partout en Guadeloupe, au moins qui ont été victimes, se posent la question, qu'en nous y fait, puisque je ne vous cache pas que les gens disent, mais nos élus, qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, qu'est-ce qu'on peut leur dire déjà maintenant, Christian Baptiste? Moi, ce que je souhaite, c'est que les élus, et l'ensemble des élus, qu'ils soient maires, qu'ils soient parlementaires, effectivement qu'on puisse faire un véritable état des lieux. C'est ce que le préfet a demandé, de faire remonter toutes les situations. Bon, c'est ce que nous faisons. Bon, je sais que ce soit la région, le département, nous ont aussi appelé, y compris l'État. Bon, déjà, donc nous avons des aides sur le terrain. On a reçu, par exemple, à Sainte-Anne, on a demandé 2 camions de l'État. Nous avons reçu effectivement un accompagnement de la CAR, de la communauté d'agglomération, du département, de la région aussi. Je viens de signer un courrier qui nous a fait savoir quels sont nos besoins sur un certain nombre de choses. Bon. Donc là-dessus, l'important,
c'est que effectivement que localement que nous puissions faire remonter les éléments, notamment sur notre plage par exemple, il y a un certain nombre de difficultés, on a fait remonter. Donc c'est ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on puisse faire remonter les informations. Et la meilleure façon de faire remonter les informations, c'est de le faire en accord avec les acteurs, les différents acteurs. Ou pas qu'on se un football, si justement pas fait un accord avec mon qui joue au football. Comme ça là, mon qui vient jouer au football, là, qui matin. Donc on peut chercher à garder nous là quand là, faut ils savent que faut y porter manœuvre pour exactement, ça. C'est ça. Donc c'est ça. Et c'est pourquoi on passait vrai. Bon, on partait passer vrai avant samedi, mais on passait vrai yo. Et donc c'est un cas lancé appel là ça. Faut yo déjà bon parce qu'en tout cas c'était avant pêcher justement. Quand il dit que yo bon parce que le pêcheur par exemple, on ne voit pas les pertes. Un agriculteur, on voit tout de suite. Mais le pêcheur, il a du matériel en mer. Des NAS. Des NAS. Et des cas dit comme ça, il faut nous parler franchement aussi. Et des cas dit, il y a des cyclones là d'une part, mais il y a des deuxième cyclone. Parce que les pêcheurs qui n'ont pas mal des NAS en la mer. Mais parfois, d'autres monde qui passent dans ces NAS. Eh bien oui. Donc il y a une deuxième cyclone qui arrive. Absolument. Eh bien oui. Et donc, c'est tout ça. Donc, il faut nous aussi vraiment répertorier tout ça nous y a fait. Et ensuite un agriculteur m'a appelé ce matin aussi en disant bon voilà, bon, vous êtes inscrit à la MEXA, dans un premier temps il faut voir l'organisme pour lequel vous payez vos cotisations pour savoir quels sont déjà, parce que vous avez un organisme qui est en charge. Il faut que cet organisme-là aussi puisque vous payez des cotisations, il faut que cet organisme-là aussi s'inquiète de savoir, nous, si on a des informations, par exemple, je sais que le conseil régional dit, nous pouvons éventuellement curer quelques fossés. Donc si effectivement aux abords d'une exploitation, il y a un curage à faire, bon, parce que bon, là, mais là, avec des intempéries, ça bouche, bon, d'accord, bon, c'est ce qu'on peut faire. Mais il faut aussi voir avec les organismes concernés. Alors, autre chose relative à ces cyclones, la question se posait, les assistants entre journalistes dans une émission samedi dernier, nous posions la question, est-ce qu'il ne faudrait pas aujourd'hui prévoir des états généraux de la prévention? Parce qu'en fait, on a vu un peu la désorganisation de l'État. De l'autre côté, les élus guadeloupéens disent nous sommes compétents, nous connaissons, nous avons la culture du cyclone. Mais concrètement, est-ce qu'il ne faudrait pas aujourd'hui s'organiser de manière à ce qu'on soit moins surpris? Parce qu'il y a eu beaucoup de temps mort, il y a eu beaucoup de flottements. L'État a voulu tout cadenasser, finalement ça n'a pas fonctionné. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas travailler parce qu'il y a eu des états généraux de la violence, états généraux du tourisme, je crois même du sport ou de la culture, mais sur la prévention, parce qu'on a les cyclones, mais on a les tremblements de terre. À part les tremblements de terre là qui arrivent, que nous disons qu'on va y faire. Oui, mais nous pouvons faire états généraux pour tout le bitin non plus. Non, oui, mais il faut faire bitin quand même. Non, parce que sans gaz, c'est ça. Il faut nous organiser, nous. Nous sommes des habités qui j'ai privé pour ça. Pour cyclone, nous, plan au sec. Est-ce qu'il fonctionne comme il faut? Mais c'est ça pour nous voir, surtout. C'est le fonctionnement qu'il faut voir. Le dispositif est prévu. Maintenant, il faut que chacun, au niveau de leur responsabilité, puisse assumer. Il y a deux choses. Effectivement, le fonctionnement des dispositifs prévus, plan au sec, notamment l'annonce de CM, tout ça. Mais ce que je voulais dire, il faut quand même faire remarquer qu'on a changé tous les fonctionnaires d'État d'un coup. Lorsque le préfet est arrivé, on l'a installé le 4 septembre. L'après-midi, il a fait une réunion pour dire qu'on s'est arrivé. Il n'a pas encore eu le temps de faire. Et le préfet qui a précédé, à un moment donné, s'est trouvé sans secrétaire général aux affaires économiques, sans directeur de cabinet. Ça veut dire qu'on a voulu tout changer. Alors, c'est vrai que je sais qu'il y a un nouveau président. Il y a un nouveau système, mais voilà. Et ce qui fait que vous avez des fonctionnaires. Bon, vous avez même le directeur. Il n'y a pas eu de suivi dans même le directeur de la DIAL. La DIAL n'a pas de directeur non plus actuellement. Absolument. Ça veut dire que l'État a tout changé d'un coup, ce qui fait que il y a eu un vide. Il y a un vide, et vous avez des gens qui arrivent qui n'ont aucune connaissance du territoire. C'est ce qui s'est passé. Le vide, les suffisances de l'État, c'est ce qui s'est passé exactement. Et donc, il faut éviter ces erreurs. On ne change pas un préfet avant la période des cyclones, c'est ça? Première règle. Première règle. Pas changer Pas changer à la période là, ça. Non. Changer après ou un peu avant. Voilà. Bon, ça c'est tout. Maintenant, concernant les dispositifs, oui, j'ai vécu le plan ORSEC, ce qu'on appelle le PCC, le plan communal, le plan communal, le poste de commandement communal plutôt, pour le plan ORSEC.
avec, il y a des choses à voir. C'est vrai qu'on s'est basé sur ce nombre d'éléments, par exemple les abris sûrs, mais en fait on se rend compte qu'il y a des abris qui ne sont pas si sûrs que ça. Ouais. Il faut revoir. Bon, par exemple chez nous à Sainte-Anne, on n'avait pas pris toute la mesure pour les personnes vulnérables, pour l'accueil des personnes vulnérables. Ouais. Bon, on a essayé d'améliorer les personnes à réquisitionner. Donc il y a cette responsabilité que tout chacun doit prendre, et c'est surtout ça. Mais c'est à l'échelon communal, c'est à l'échelon individuel, à l'échelon de l'État. Il y a des dispositifs qui sont prévus pour ça. Je veux dire quoi, on va se réunir dans des états généraux pour parler de postes de commande communal. Bon voilà, chacun on va discuter, chacun va donner son. Un grand blabla, on grand-mère, c'est plus rien. Un paquet de blabla bitin. Voilà. Il faut que. Moi, je suis pour le principe de subsidiarité. Il faut que les décisions se prennent au plus près du terrain. Ouais. Parce que, effectivement, mais pour ça, il faut avoir une bonne connaissance du terrain. Oui. Bon, alors je ne vais pas rentrer dans tout le détail, hein. Oui. Je veux dire que, voilà, moi, d'accord, par définition, c'est le maire qui doit être au poste de commandement, oui. Bon, mais j'ai un élu qui est en charge de la sécurité, bon, le plus souvent, c'est lui qui est là. Mais moi, lorsqu'on est même en période rouge, moi, je fais le tour des abris pour voir comment les choses se passent. Moi, je suis le terrain. Une fois qu'effectivement qu'on est en période grise, je suis voilà. Donc bon, moi je suis plutôt être sur le terrain que d'être confiné, voilà. Donc c'est ça. Donc je dis qu'il faut être bien au fait des réalités pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Mais il y a aussi la question des moyens aussi. Oui, bien sûr. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une question qui se pose, est-ce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas dans chaque commune un bunker, par exemple? Je prends un exemple très simple, et je comprends parfaitement ce que vous dites. Nous avons des écoles, d'ailleurs, qui ne sont pas des abris sûrs, où certains le sont, mais qui posent des problèmes de sécurité, même en temps normal. C'est ça. En temps normal et de sécurité tout court, supposé un tremblement de terre. Vous avez des écoles où il y a des écoles, par exemple, moi je trouve des écoles où vous avez des clayettes, notamment en verre, qui sont obsolètes, voilà. Et le problème c'est que comme quand vous êtes une commune, vous avez quelques difficultés, vous ne pouvez pas tout faire d'un coup. Nous, on a un programme pour pouvoir pratiquement changer tout ça. Mais sauf que les moyens sont un peu limités pour l'instant. Mais vous avez des clayettes dans une salle de classe, vous avez quelqu'un qui passe avec une pierre, qui l'envoie. Vous avez un enfant qui est juste en dessous. L'enfant il est blessé. Par inadvertance. Je veux dire, et c'est ça le problème. Donc, il y a effectivement les abris sûrs, il y a effectivement à mettre, et c'est pourquoi, et même pour les séismes aussi, on a fait le diagnostic de sécurité à l'époque où j'étais directeur de l'association des maires, pour la vulnérabilité des bâtiments, parce qu'il y a aussi le problème des séismes, et pour les mettre aux normes. On a vu la préfecture de Saint-Martin a disparu. Mais moi, ce que je voulais dire, si on doit faire des états généraux, M. Zanonis, c'est faire des états généraux sur la culture du risque. La culture du risque, c'est bien ça. Parce que, c'est ça. Parce que nous sommes dans un pays où il y a tous les risques, cycloniques, sismiques, submersifs, et même aussi un petit peu industriels avec la... Et on a l'impression que beaucoup de gens ne sont pas conscients de ça. Voilà, c'est bien sur lequel je voulais mettre le doigt. Et pourtant, nous sommes... On a oublié un peu. On a oublié beaucoup de risques naturels, on a oublié un peu, mais nous n'avons pas cette culture du risque. Et c'est là où nous devons travailler. Parce que j'ai lancé l'expression, il faudrait japoniser la Guadeloupe, de manière à ce qu'on soit prêt. Exactement. Et c'est dans leur culture. C'est dans leur culture. Aujourd'hui, ils ont rendu compte qu'aujourd'hui, quand on construit au Japon, on construit... Quand il y a un tremblement de terre au Japon, il y a 500 morts. Quand il y a un tremblement de terre en Haïti, il y a 250 000 morts. Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc, c'est ça. Dernier mot, juste un petit mot. Il est 13h55. On ne va pas rentrer dans le détail. La commune se remet un peu debout. C'est difficile, toujours, pour Sainte-Anne? Nous sommes dans notre dernière année. Nous allons sortir du rouge. On s'est donné 3 ans, 2016, enfin sur nos 2 comptes administratifs, 2016 et 2015, 2015 et 2016. La Chambre a donné son avis, qu'on va présenter devant. Mais il n'y a rien d'alarmant, c'est tout à fait normal qu'il y ait des insuffisances. En tout cas, sur les 2 premières années, parce qu'il nous manque... L'héritage était lourd finalement. Très lourd, très lourd. Et ce que nous avons fait, nous avons pris 3 ans pour nous désendetter un peu, et là, nous allons pouvoir emprunter pour pouvoir justement sortir du rouge. Et donc, nous sommes déjà en contact avec 2 bailleurs de fonds. Passer dans le jaune?
pour aller vers le vert. Pour aller vers, ouais, passer dans le jaune. Parce que même si vous sortez du rouge, même si vous avez un certain équilibre, mais l'équilibre est toujours fragile. Ça dit que vous devez avoir de la rigueur de la gestion. Mais ce que je peux dire, c'est que la ville de Sainte-Anne est bien gérée. Et bien gérée en respectant l'orthodoxie comptable, en respectant les normes et surtout en faisant en sorte que les procédures, notamment en matière de marché public, d'économie, parce que c'est ça aussi, nous avons bien centralisé la commande publique pour nous permettre de faire des économies. Et donc, nous sommes dans une gestion qui est rigoureuse et qui est saine. Donc, c'est la dernière année où c'est encore difficile? Non, il faut qu'au 31 décembre 2017, là, qu'on puisse sortir du rouge, c'est-à-dire que lorsqu'on va voter début 2018 le compte administratif de 2017, eh bien, il faut qu'on sorte du rouge. En janvier 2018. Et ça se fera par l'emprunt. En 2018, on vous invitera pour en parler. Voilà, il est pratiquement 13h57. Un rappel rapide des titres qui sont les nouveaux sénateurs: Victorin Lurel, Victoire Jasmin, des noms qui s'imposent d'ailleurs, et Dominique Théophile. On a parlé aussi de la rentrée scolaire avec le recteur. C'est la 3e rentrée scolaire. On espère que c'est la dernière pour cette saison. Et puis le bilan du préfet, bilan de Maria, et puis l'arrêté de catastrophe naturelle. On en a parlé avec M. Christian Baptiste, mais aussi on a vu la montée en puissance, ou la montée au créneau en tout cas, des politiques guadeloupéens, en espérant que ça servira à quelque chose. Et c'était, comme on le disait tout à l'heure, c'était encore une fois une page de colonialisme français. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain dans un prochain ZCL avec Mendy. Et puis, si vous n'avez pas encore déjeuné, donc au moins, bon appétit. Sinon, vous prenez le dessert. Et à demain, 12h30. Réalisation, Zébris ce midi.